Bien, nous allons reprendre avec la restitution des ateliers et nous allons commencer avec la restitution de l'atelier sur les bachelors par Franck Bournois. Donc je vais être court et surtout présenter en 10 points, en 10 points clés un atelier, des discussions d'un atelier qui ont été très animées, mais très animées positivement. Et je remercie aussi Éric Morin-Côme, qui ne peut pas être là, de l'INSA de Lyon, d'avoir permis cette co-animation. Point 1, contexte pour les bachelors. Bon, on est dans une phase de prolifération des bachelors, de façon indiscutable. La demande, elle est stimulée par essentiellement l'internationalisation et par l'envie d'international des étudiants. C'est aussi stimulé par la demande des entreprises, comme nous le rappelait notre collègue de Strasbourg, je crois que c'était Marc Renner hier. Deuxième point, segmentation. On ne parle pas tout à fait de la même chose entre école d'ingénieurs et école de gestion. Pour les écoles d'ingénieurs, c'est un phénomène peut-être plus récent. Pour les écoles de gestion, c'est ancien, avec l'ESSEC en 1975, Audencia en 1979, GEM en 1984, je crois, peut-être aussi Schema en 1990. Donc on n'a pas le même contexte historique. Troisième point, la durée. On a affaire à des bachelors, dans certains cas de 3 ans, dans certains cas de 4 ans. Ça, c'est très lié aux différences que l'on a au niveau mondial. Quatrième point important qui a été discuté, le positionnement. Le positionnement est parfois un positionnement généraliste sur les grands métiers de l'ingénierie ou sur le management ou sur des aspects extrêmement pointus. Il y a eu des débats animés très intéressants sur la question de l'alternance comme dernière année pour les bachelors. Et cinquième point, certains en effet ont mis en avant le fait que la formation tout au long de la vie va permettre d'utiliser les bachelors comme des briques dans un parcours professionnel. Sixième point, quel public? Alors, certaines formations sont orientées vers des publics purement étrangers. C'était le cas donc de l'INSA de Lyon hier, entre autres. Je crois que c'est aussi le cas de l'IX. Pour les écoles de management, ce sont des publics mélangés, français et internationaux. Septième point qui a été rappelé, non-concurrence entre le bachelor et les classes préparatoires. Beaucoup d'écoles, d'ailleurs, affirment et répètent combien l'accès dans le diplôme de la grande école n'est pas permis à partir du bachelor. Huitième point, et je crois que c'est le point central, qui est la demande, face à cette prolifération, la demande d'un label, minimum d'un label, peut-être CGE, c'est ce que certains ont évoqué, et très vraisemblablement aussi l'obtention du grade de licence après passage devant des commissions, la commission compétente. C'est très important. Je crois d'ailleurs que cette commission, la CEFDG, a beaucoup avancé, et je crois qu'il faudrait rappeler que c'est une demande forte des écoles. Neuvième point, je pense qu'il y a un rapprochement possible entre école de gestion et école d'ingénieurs. Certains l'ont évoqué. Il y a même eu des personnes qui ont discuté de bachelor commun. Et dixième et dernier point, je pense que l'animation, l'intensité des débats font qu'un groupe de travail au sein de la commission formation dédié au bachelor aurait intérêt à se réunir et à faire progresser ce dossier qui va connaître une grande actualité dans les mois qui viennent. Voilà pour ce qui était de cet atelier où vraiment je trouve que tout le monde a été très contributif et qui a montré combien le dossier des bachelors n'est, par certains côtés, pas une nouveauté, mais par d'autres, il y a un vrai besoin de régulation. Merci. Merci Franck. Et donc j'appelle Xavier Cornu pour la restitution des discussions dans l'atelier « Quel financement de la taxe d'apprentissage ?»
Bonjour, c'est un hasard de circonstance qui fait que je vais parler à la place de mon successeur, à la fois comme DGA des enseignements de la CCI de Paris et comme vice-président de la CGE. Je n'étais pas du tout prévu, donc je vais essayer d'être fidèle à sa pensée et aux travaux qui se sont déroulés hier, puisqu'il a dû rejoindre Paris plus vite que prévu. Je parle bien entendu d'Yves Portelli. Alors, le sujet que nous avons abordé hier dans un amphi nourri et avec beaucoup de discussions est un sujet à la fois technique et politique. Il est tellement compliqué que je vais simplement désosser, donner quelques lignes de ce qui s'est passé, mais il y a eu un remarquable PowerPoint qui a été présenté et donc il sera joint aux actes de cette réunion. Comme ça, vous aurez tous les détails sur le mécanisme de la taxe d'apprentissage qui est toujours en évolution. Alors, je ne donnerai que quelques chiffres clés. En fait, on a parlé de deux sujets, la taxe d'apprentissage et l'enseignement en apprentissage. En ce qui concerne la taxe d'apprentissage, vous vous rappelez qu'elle est censée financer les premières formations technologiques professionnelles à temps plein et les formations en apprentissage. C'est sa définition qu'oublient régulièrement les présidents de la République en pensant que la taxe d'apprentissage doit aller à l'apprentissage. Elle est malheureusement mal nommée parce qu'elle ne va pas qu'à l'apprentissage. Alors, un chiffre, elle représente 2,9 milliards d'euros en France. C'est le dernier impôt que les entreprises ont le choix d'affecter librement, mais pour une petite partie, seulement 49% de la taxe d'apprentissage. Nous avons deux catégories, vous le savez, le quota pour financer l'apprentissage, le hors quota pour financer nos études par la voie scolaire. Ce qui est important, c'est de voir comment le système s'est dégradé. Il y a quelques années, le hors quota, que certains appellent barème, représentait 71% de la taxe d'apprentissage. Suite à une cascade de lois, il y a à peu près une loi tous les 2 ou 3 ans sur la formation professionnelle ou l'apprentissage, ce taux de 71% qui était fort utile à nos écoles est tombé en 2015 à 41%. Et puis, grâce à la magistrale loi sur la formation professionnelle de 2014, il est désormais tombé à 23%. Donc, il faut simplement retenir qu'il n'y a que 23% de la taxe d'apprentissage qui peut financer les formations à temps plein. Et pour compliquer la chose, pour les formations de nature supérieure, c'est-à-dire supérieure à Bac+2, il n'y a que 35% de ces 23%. Alors, vous avez beaucoup de chiffres qui seront plus précis, mais je m'efforce d'aller vite. Alors, en fait, ça représente, ce hors-quota, 400 millions d'euros. Et on part de 2,9 millions et on tombe à 400 millions d'euros disponibles pour les universités et les grandes écoles. Les grandes écoles en consomment environ 120, 130 millions et les universités environ 150. Donc c'est pour vous expliquer l'enjeu, simplement. L'enjeu, c'est que si ce hors-quota disparaît, puisque le président de la République, comme ses deux glorieux prédécesseurs, a annoncé pendant la campagne électorale que la taxe d'apprentissage devait aller à l'apprentissage avec un raccourci de langage que j'ai toujours critiqué depuis 20 ans. Mais enfin, M. Macron semble tenir les promesses qu'il a faites. Donc le grand danger, c'est que dans la prochaine réforme, le hors-quota disparaisse, ce qui priverait les grandes écoles de 120 à 130 millions d'euros, qui représentent, suivant les écoles, entre 5 et 20% de leur budget. Voilà donc le cadre de l'enjeu qui est le nôtre aujourd'hui et pour lequel nous devons nous battre. Je précise que l'argument que nous employons, c'est que cet hors-quota nous permet de financer l'ouverture sociale des écoles, l'attribution de bourses aux jeunes, de développer l'innovation pédagogique dont nous avons tant besoin, et quelquefois la recherche, et qui constitue un élément fondamental de la relation de proximité entre les entreprises et les écoles. Tout ça, Anne-Lucie le sait bien, puisqu'elle répète tous les jours son catéchisme sur la taxe d'apprentissage pour aller porter la bonne parole. Ce que nous avons fait d'ailleurs entre les deux tours de l'élection présidentielle, où nous avons rencontré un conseiller particulièrement obtus du président de la République sur les problèmes d'apprentissage. Donc tout ça me laisse un peu sceptique, mais je connais la ténacité, le dynamisme et l'intelligence d'Anne-Lucie, qui sera épaulée par Yves, mon successeur, pour arriver à renverser des murailles et conserver ces millions qui financent nos écoles. Donc voilà ce qui se passe si on perd ce hors quota, on perdra des possibilités d'ouvrir socialement nos écoles, d'innover pédagogiquement et de développer les relations avec les entreprises. C'est l'enjeu. Sur ce point, la concertation commence. Notre président de la République était à Égletons hier ou avant-hier pour parler de ce sujet et d'autres, notamment sur ceux qui
Non, je ne vais pas dire. Bon, enfin, il faut quand même faire attention à ne pas foutre le bordel partout. Alors, ce que je veux dire, c'est que la consultation quadripartite habituelle, c'est-à-dire entre l'État, les régions, les syndicats patronaux et les syndicats de travailleurs, commence le 12 octobre. Comme d'habitude, les principaux collecteurs, notamment les chambres de commerce, en sont exclus. On y est habitué, ça dure depuis 30 ans. C'est à partir de là qu'il va falloir se battre pour que la loi qui sera votée sans doute au printemps 2018 aille dans un sens qui permette de conserver le hors-quota et de conserver la possibilité pour les grandes écoles de le collecter. Alors nous avons beaucoup parlé de cela dans des termes plus techniques, comment collecter de la taxe d'apprentissage, mais je ne vous en parle pas à ce niveau de restitution. Donc nous sommes dit au fond, bon, on ne va pas perdre le hors-quota puisque Anne-Lucie est là et qu'elle remportera cette victoire. Mais si par hasard Anne-Lucie tombait malade dans les 3 mois qui viennent, nous aurons perdu la bataille. Et donc on s'est dit, on va développer l'apprentissage puisque le but du gouvernement, c'est d'affecter plus de fonds à l'apprentissage. Et donc il y a aussi une possibilité pour les grandes écoles de réagir en développant l'enseignement en apprentissage. Aujourd'hui, 11% de nos étudiants dans les grandes écoles reçoivent des formations en apprentissage. Au passage, je ne résisterai pas au plaisir de dire que je n'ai pas compris pourquoi tout à l'heure un intervenant nous a expliqué qu'il y avait 3 filières, l'enseignement professionnel, l'enseignement général et l'enseignement technologique. Non, oui, l'enseignement technologique. Et qu'il y a, après, en plus, il y a l'apprentissage. Non, c'est une erreur. L'apprentissage est justement partout dans ces filières. Tant qu'on ne comprendra pas que l'apprentissage est inclus dans tous les systèmes de formation, on fera une erreur regrettable qui affaiblit d'ailleurs notre position. Parce que l'apprentissage, c'est aussi une voie pédagogique à part entière. Et c'est quelque chose qu'il faut respecter et qui s'applique à des populations qui préfèrent apprendre en faisant, qui préfèrent apprendre par l'itération entreprise-école qu'apprendre de manière sur le simple principe de la cérébralité. Je crois qu'il faut défendre la pédagogie de l'apprentissage et sa spécificité, ce qui n'est pas fait assez souvent. Alors, si nous voulons développer l'apprentissage, nous nous sommes perdus en conjecture, puisque la loi lamentable sur la formation professionnelle de 2014 a éclaté le cadre national, puisque l'État s'est débarrassé de ses responsabilités en apprentissage, il ne peut s'occuper que de fiscalité, ce qu'il ne va pas tarder à faire, en confiant aux régions la totalité des pouvoirs d'ouverture, de fermeture, de financement, des CFA, des sections d'apprentissage. Ce que nous avons maintenant en France, c'est une France éclatée. C'est-à-dire que dans les pays de la Loire, on n'a pas la même politique que dans les Hauts-de-France, par exemple, ce qui est très désagréable pour les écoles qui arrivent, ou les CFA, qui ont du mal à comprendre comment s'y prendre, puisque chacun, dans les 20 et quelques régions, a sa logique et sa politique. Certaines ne veulent pas de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur. Donc là, nous n'avons pas de voie pour le développer si les régions n'en voulaient pas. Les messages à ce titre sont d'ailleurs atteints de beaucoup de duplicité. On vous dit non, il faut rien faire dans l'enseignement supérieur parce que l'apprentissage n'est valable qu'au niveau 4 et 5, parce que ce sont des gens mauvais qui sont dans des formations purement techniques. Et donc c'est là qu'on peut mettre l'apprentissage, qui est une manière, encore une fois, de mépriser l'apprentissage. Donc mettons-nous dans la position où les régions accepteraient de développer l'apprentissage à tous les niveaux. Donc là, il y a effectivement une opportunité pour nos grandes écoles de développer l'apprentissage en ayant la possibilité de collecter la fameuse partie quota qui aura été augmentée et en essayant de passer des conventions de financement avec les régions qui sont possibles ou impossibles suivant l'humeur des régions et leur pouvoir politique. Mais il y a quand même une voie de sortie si nous voulons bien développer l'apprentissage. Et si nous considérons que développer l'apprentissage, c'est noble, il faudra le faire avec une vraie pédagogie de l'apprentissage. Il faudra trouver vraiment des places aux jeunes dans les entreprises, ce qui n'est pas toujours évident. Et j'ai vu trop de jeunes laissés au bord du chemin parce qu'elles n'avaient pas trouvé une entreprise d'accueil et auquel l'école disait écoute, tu ne peux pas rentrer chez nous. Donc si nous développons l'apprentissage, il faudra le faire de manière passionnée, responsable, méthodique et professionnelle. Donc c'est une voie que nous trouvons intéressante et possible. Donc je résume. 1, Anne-Lucie va sauver leur quota. 2, nous pouvons développer l'apprentissage, mais à condition de le faire de manière sérieuse. Et enfin, je ne résiste pas au plaisir de dire ce que j'avais déjà fait dans une note donnée à M. Thierry Poulon, le conseiller de M. Macron, que c'est une hérésie, une gabegie, un gaspillage fondamental et scandaleux que l'État pense développer l'apprentissage en y mettant de l'argent. Le problème de l'apprentissage, ce n'est pas le financement. Le financement, il existe. Le problème de l'apprentissage, c'est notre culture. C'est le fait qu'on la rejette,
qu'on le rejette, qu'on pense que c'est pour les mauvais, les exclus, les pauvres, les métiers techniques, les métiers manuels, les formations infrabac. Il faut que vous fassiez changer les mentalités en parlant de l'apprentissage comme une voie noble de formation à tous les niveaux. J'ai encore des parents qui me disent « Ah, mais mon fils, il a fait l'ESSEC, il a le diplôme de l'ESSEC, mais hélas, il a eu un apprentissage. » Je dis « Écoutez, de quoi me parlez-vous ?»« Ah oui, mais c'est un sous-diplôme. » Vous voyez, il y a des genres de réflexions tout à fait stupides sur lesquelles il faut se battre. Le problème, et d'ailleurs je m'en entretiendrai bientôt avec mon ancien collaborateur Jean-Michel Blanquer, il est non seulement dans la culture française qui n'a pas compris ce qu'était l'apprentissage, mais il est dans le blocage, le verrouillage de l'apprentissage par l'éducation nationale. Comme il est ministre de l'Éducation nationale, ça tombera bien, nous en avons déjà parlé, l'éducation nationale est le premier prescripteur de formation en France. L'enseignement supérieur et le secondaire privé augmente, tant mieux, moi je suis pour la concurrence, mais nos chers enfants, de la 6e à la terminale, ils sont essentiellement dans l'éducation nationale. Et là, essayez de vous faire élire dans les conseils de classe de vos enfants. Moi, ça sera bientôt mes petits-enfants. J'y suis allé. Et donc, à chaque fois, j'ai eu droit au même discours. Ah ben tiens, ce jeune-là en première, il est un peu énervé, il est très bon en culture physique, il fait des fautes d'orthographe. Oh ben, on va le mettre en apprentissage. Bon, je crois que l'éducation nationale est viscéralement contre l'apprentissage parce que c'est le lien avec l'entreprise, parce que ça vide les lycées professionnels qui, de toute façon, ne peuvent pas se remplir et qui sont une gabegie énorme pour le pays également, à plus de 13 000 € par an, le coût de formation d'un élève dans un lycée professionnel. Donc, tant que l'éducation nationale n'aura pas été formée, informée, n'aura pas reçu des instructions pour orienter vers l'apprentissage les jeunes qui ont le profil cognitif, cérébral, comportemental, nous n'y arriverons pas. Et je pense que j'ai fait déjà un tweet en disant que je me réjouissais que M. Blanquer soit associé à la réforme qui est quand même confiée à Mme Pénicaud. C'est-à-dire qu'on considère que l'apprentissage, ça concerne le ministère du Travail et pas celui de l'Éducation. Mais là, on y a mis Blanquer, donc c'est une bonne chose. Mais il faut absolument faire comprendre à Anne-Lucie, en termes beaucoup plus diplomatiques que les miens, que mettre de l'argent dans l'apprentissage, c'est comme mettre quelque chose dans un tonneau percé. Ce qu'il faut, c'est réformer les mentalités, la culture. Il faut trouver d'autres moyens de communication. Moi, je suis pour que les jeunes parlent aux jeunes à travers leurs médias et leurs réseaux sociaux, et qu'ils se parlent de l'apprentissage pour faire en fait péter le système des professeurs d'éducation nationale comme une bouteille de champagne où les profs seront interpellés par les jeunes en 4e, en seconde, qui leur diront « Mais dis donc, j'ai vu qu'un tel il avait fait ça en apprentissage, c'est très bien. » Mais tant qu'on n'arrivera pas à débloquer l'éducation nationale et que tant que nous ne réformerons pas nos mentalités, dériver de l'argent au détriment du hors-quota et des universités et des grandes écoles est une erreur stratégique, éducative et irresponsable. Alors ça, bien entendu, Yves Portelli m'a dit de ne pas le dire. Donc ce n'est pas le point de vue du DGA de la Chambre de commerce chargée des enseignements, ce n'est pas le point de vue du vice-président de la CGE, c'est mon point de vue personnel et il n'est peut-être pas nécessaire de le mettre aux actes dans ces conditions. Je vous remercie. Merci Xavier. Donc j'appelle Mehmet Drissi pour la restitution de l'atelier sur le hub de l'île Maurice. Bien, l'atelier numéro 3, on est plus sur l'international. D'ailleurs, il prolonge quelque part ce qui a été présenté le matin par Pierre Tapie sur les aspects métamorphose et également opportunité. Ce qui est bien avec cet atelier, c'est que c'est vraiment un cas concret de travaux pratiques et un retour d'expérience autour d'un beau projet qui n'a pas forcément emprunté les sentiers habituels. Donc un projet qui a cherché à innover à tous les plans, en partant tout d'abord, je dirais, d'un contexte magnifique, en s'intéressant à la stratégie de développement d'un territoire. Donc vous voyez, le terrain de jeu est un terrain international, et on cherche, avec notre approche qui est propre à notre ADN, c'est ce lien avec l'entreprise, c'est cette ouverture également sur l'international, et qui dit international dit aussi une culture plurielle. Donc le projet cherche à se nourrir de cette stratégie, de la culture locale, pour pouvoir accompagner les familles, les jeunes, les entreprises, et le développement donc de ce territoire qui est l'Afrique et l'océan Indien. Donc je passe, donc vous voyez les éléments importants. Vous voyez également un résultat concret en termes de réalisation de campus, donc un lieu où il fait bon à vivre et travailler. Donc,
un État qui a décidé de développer effectivement son enseignement supérieur et recherche et accompagner le développement de ces entreprises. De l'autre côté, côté français, donc vous avez en fait une alliance d'établissements, de marques, de partenaires, avec un objectif bien sûr se développer à l'international autour de leurs marques et de leur savoir-faire, des marques qui ont vraiment une valeur sur le marché du travail, recherchées par leurs partenaires et notamment l'État, et en même temps faire évoluer aussi ce qu'ils savent faire séparément et ce qu'ils savent faire ensemble. Une approche tout d'abord pluridisciplinaire qui permet justement de faire face à ces enjeux qui mobilisent plusieurs compétences, plusieurs disciplines, et en même temps, peut-être aussi, et ce que j'ai retenu moi personnellement, c'est trouver un espace aussi d'expérimentation pour faire des choses qu'on ne sait pas faire en France. Donc un modèle français qu'on peut exporter assez facilement, qui a ses atouts, qui a aussi ses difficultés dans un cadre donné, et l'idée c'est de le faire évoluer et essayer d'innover à tous les niveaux, donc à la fois pédagogique, organisationnel, partenarial et aussi culturel. Donc voilà, quelque part, vous voyez, la zone géographique, c'est une zone pas forcément francophone, on est plutôt dans un espace anglophone. On arrive avec un modèle francophone, et comment peut-on faire évoluer les choses dans cet environnement-là? Alors, quelques éléments qui ont nourri aussi ce travail-là, c'est que ça s'appuie aussi sur un certain nombre de valeurs pour pouvoir accompagner le projet. Je remercie Pierre et Arnaud qui m'ont donné ces slides qui reprennent, je dirais, ce qui a été dit. Et les éléments importants, je ne vais pas pouvoir les développer, mais vous voyez bien que, effectivement, dans cette approche-là, on cherche aussi vraiment à faire évoluer le modèle, avec une exigence, bien sûr, tout ce qui est bien maîtrisé, qui a fait la marque, je dirais, de ces établissements, est maintenu. Et l'idée, c'est de faire évoluer et d'intégrer et de mieux répondre, effectivement, à un besoin local, un besoin aussi, je dirais, de jeunes et d'entreprises qui souhaitent, soit locales ou des entreprises internationales qui souhaitent se développer sur ces territoires-là. Donc on retrouve l'ambition, on retrouve bien sûr la stratégie de développement. Et derrière, il y a un modèle économique également. Et le fait d'être dans un espace anglophone, déjà la culture vis-à-vis de ce qui était abordé ce matin, sélectivité, frais de scolarité, etc., on arrive déjà dans un terrain où il y a une certaine culture, donc ça permet effectivement d'aller un peu plus vite et de surmonter ces problèmes, y compris dans un espace comme celui-là. Alors, donc là, j'ai pris à titre d'exemple les objectifs de l'un des établissements de l'Alliance qui sont projetés là, et ça reprend ce que je disais tout à l'heure sans paraphraser, donc la volonté de Centrale Nantes de faire évoluer son modèle à l'international, avec toujours cette exigence du modèle français, de leur marque, et également ce souhait, effectivement, de réconcilier les deux modèles avec le modèle anglo-saxon et pouvoir, effectivement, évoluer. Ce qui, en termes de retour, et ce que j'ai noté, c'est que ça fait évoluer leur modèle français local, et surtout, on est dans un contexte où on travaille énormément les regroupements, on travaille également aussi je dirais, le cadre des structures pour pouvoir accompagner ce type de projet en local et à l'international. Eh bien, lorsqu'on cherche à innover, lorsqu'on croise les cultures, lorsqu'on croise les modèles, le résultat est extraordinaire. Donc on voit bien qu'en face, il faut des hommes et des femmes pour porter, je dirais, ce type de projet. Eh bien, c'est des gens très motivés parce qu'il y a quelque chose d'excitant, excusez-moi le terme, mais voilà, ça réanime votre flamme pour pouvoir effectivement accompagner ce type de projet, y compris à des milliers de kilomètres. Et le résultat, même, je dirais, pour un projet qui a démarré tout récemment, le résultat est extraordinaire, qui apporte aux uns aux autres, comme le mariage d'ailleurs, plein de bonnes choses pour pouvoir progresser dans son développement, y compris à l'international. Je ne sais pas si j'ai quelques... Alors, durant les échanges, voilà, on me dit que voilà, j'ai consommé mon capital temps.
Comme dans tout projet et la vie d'un projet, il y a des difficultés. Bon, avec les participants, on a échangé sur un certain nombre de difficultés. Là, vous en avez quelques-unes. Moi, ce que je retiens, c'est d'ailleurs ce qui a alimenté nos débats depuis 2 jours. Peut-être l'aspect prise de risque et modèle économique, et la robustesse, la viabilité. Et ce que j'ai retenu, que j'ai trouvé plein d'audace aussi dans ce type de projet, c'est qu'on ne travaille pas uniquement sur le court terme, on se projette pour pouvoir accompagner justement cette évolution. Voilà, c'est un exemple très riche qui nous inspire beaucoup et en même temps qui peut effectivement faire école pour pouvoir évoluer dans d'autres espaces avec cette approche régionale, avec des partenaires, des alliances, selon, je dirais, des compétences pluridisciplinaires. Voilà, merci.